L'enregistrement de la conférence a démarré. Meeting recording has started. Oui, bonjour à tous, c'est Laurent Azière, je suis directeur associé à Delanto et nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats du 8e baromètre du marketing B2B. Je serai accompagné d'Estelle Frocrin, administrateur du CMIT chez Veritas, Michel Marié, administrateur aussi du CMIT, et de Maud Samagalski, qui est présidente du CMIT, pour débattre des réponses des responsables marketing qui ont contribué à cette étude. Alors, l'agenda de la présentation sera le suivant. Il y aura une petite introduction du CMIT. À Delanto, en 2 mots, on est une agence conseil et un web marketing. On existe depuis plus de 25 ans. Je crois qu'on est la plus ancienne agence indépendante du secteur. Voilà, on est spécialisé en lead generation. Nous organisons depuis une dizaine d'années le baromètre du marketing B2B. Donc, on interroge tous les responsables marketing sur leurs enjeux et projets en B2B pour l'année. Il y a 1 ou 2 années, on ne l'a pas fait, donc c'est pour ça que nous en sommes qu'au 8e. Mais cette année, vous le verrez, est un bon cru. Il y a eu beaucoup de participants. Et puis, nous terminerons par un petit question-réponse. Donc, je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. S'il y a une grosse urgence, on y répondra tout de suite. Sinon, on répondra à vos questions à la fin. Et je laisse la parole à Maud pour nous présenter le CMIT. Merci Laurent. Donc en quelques mots, le CMIT est un club créé par des marketeurs pour des marketeurs dans l'objectif de faire progresser les métiers du marketing, essentiellement B2B et secteur de la tech. Nous avons une centaine d'adhérents, 1200 membres dans la communauté LinkedIn, des partenaires, un bureau paritaire et donc un ensemble de responsables marketing B2B dans le secteur de la tech. L'association a été créée en 2003. Et donc, on peut peut-être passer à la slide suivante, Laurent, s'il te plaît. En chiffres, l'année dernière, nous avons fait plus d'une dizaine de formations métiers, savoir-faire, savoir-être. Vous êtes conviés à de nombreuses conférences, webinaires, share, comme celui-ci, qui est l'un des moments phares de l'année pour nous, puisque cette association avec Adelanto et ce baromètre nous permet vraiment de comprendre très finement les besoins de nos adhérents et de la communauté qu'ils gèrent. Des abonnements offerts, donc un abonnement offert à la revue marketing et puis plein d'autres activités. L'année dernière, en décembre, on a refait tout le monde dans un studio photo, par exemple. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à nouveau à Laurent et nous sommes vraiment ravis de nous associer à nouveau à Adelanto pour ce baromètre qui est vraiment un moment phare de l'année au CMIT. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter Thomas, info@cmit.fr, le petit logo qui est en bas. Merci beaucoup. Merci Maud. Donc en 2 mots, pour resituer le contexte de ce baromètre, donc c'est un état des lieux sur les investissements des décideurs marketing. Donc comment on procède? On prépare un questionnaire corrigé par le CMIT qui introduit souvent des nouveautés chaque année pour redynamiser et coller au plus près de vos besoins. Les préoccupations marketing. On interroge à peu près une vingtaine de milliers de décideurs marketing par voie d'emailing, principalement sur nos propres bases, les bases Adelanto, mais aussi sur les bases du CMIT qui relaient la sollicitation au séminaire. Et puis, on fait un peu de communication, vous avez dû la voir, sur les réseaux sociaux, chacun sur nos parties. Et ce qui nous a permis cette année d'avoir une participation d'à peu près 500 décideurs, c'est à peu près 30% de plus que l'an dernier. Donc, il y a des années, on en a un peu moins, des années, on en a un petit peu plus. Je dirais que c'est un très bon cru cette année. Ça vous a intéressé, vous êtes senti concerné et vous avez été nombreux à répondre. Je tiens à signaler que c'était adressé à des secteurs d'activité de nature différente. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous donne un échantillon du secteur d'activité des répondants. Donc, par tradition et parce que ça fait partie de nos cibles et prioritaires, il y a toujours une participation importante du secteur high-tech, informatique et télécom, 35%. Néanmoins, il y a 2 tiers des participants qui sont actifs en B2B aujourd'hui et qui ne sont pas partie prenante du secteur informatique. Donc, c'est très intéressant d'avoir leur point de vue, principalement dans l'industrie et les services, comme vous le voyez. Le secteur le plus important après ces 2 premiers étant le commerce-distribution. Donc, c'est vraiment un échantillon représentatif de l'ensemble des activités industrielles et de services en France.
la fonction des gens qu'on interroge. Donc, bon, elle est corrélée, il n'y a pas de grande surprise dans nos choix de cibles quand on communique sur cet observatoire. On s'adresse à des cibles marketing, principalement du management. Donc, il y a 2 tiers de managers marketing, directeurs ou responsables. Quelques responsables commerciaux qui sont certainement quelquefois en charge, ou souvent en charge aussi du marketing, des directeurs généraux peut-être pour des entreprises un petit peu moins importantes ou pour des acteurs du secteur. Quelques chefs de projet, assistants qui complètent l'échantillon, car il est ouvert à tous, notamment sur les réseaux sociaux. Répond qui se sent concerné, qui est intéressé pour participer et donner son avis. Donc voilà un peu l'échantillon et le descriptif des personnes qui ont répondu. Et on démarre tout de suite par un tableau récapitulatif. Je vais peut-être laisser la parole à Michel, me dire ce qu'il en pense, enfin, en 2 mots, pour vous expliquer sur des médias de type sociaux ou digitaux, quels sont les médias les plus utilisés. Alors ça, c'est toujours intéressant. J'ai mis les chiffres 2021 pour voir s'il y a une évolution. Il n'y a pas d'évolution majeure, mais de façon historique, depuis de nombreuses années, depuis le début de l'Observatoire, ça a toujours été l'emailing qui est l'outil que vous utilisez le plus. Donc, il est souvent décrié, souvent rejeté, souvent menacé d'abandon. Néanmoins, c'est le média le plus utilisé. Donc, vous voyez que Search, réseaux sociaux, c'est très utilisé, 90%, mais il y a néanmoins quelques récents B2B qui n'en utilisent pas, alors qu'en revanche, l'emailing, ils l'utilisent tous. Un petit nouveau cette année, petite remarque, le podcast qui fait son entrée, qu'on ne surveillait pas l'an dernier, et qui arrive tout de suite à un niveau d'utilisation assez élevé, avec presque 60% d'échantillons qui l'utilisent. Donc, chers collègues intervenants, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je confirme effectivement cette vision des choses, notamment par rapport à l'emailing. Quand on interroge, puisque moi, pardon, Michel Marié, donc je travaille chez Oracle, je suis directeur marketing et je suis en charge dans l'équipe Alliance et Channel, donc partenaire sur la région MEA, de la communication interne, communication externe et de l'expérience des partenaires, du réseau de partenaires Oracle. Quand on interroge les partenaires, le réseau de partenaires sur les canaux par lesquels ils préfèrent recevoir de l'information, ils plébiscitent, mais avec, au-delà de 80%, l'utilisation du canal mail. Je pensais, parce qu'on a fait des propositions même de développement d'applications spécifiques pour les mobiles ou d'utilisation de réseaux sociaux tels que LinkedIn, puisque dans la plupart des pays européens, quasi tous, le LinkedIn est très utilisé. Je pensais que ces types d'alternatives allaient être plébiscités et en fait, pas du tout. L'emailing est aussi le moyen, le canal par lequel en tout cas le réseau des partenaires Oracle dit souhaiter être tenu informé. Ensuite, le mail n'est pas le média qui se prête le plus à l'aspect, à l'interaction et au conversationnel. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on adjoint quand même des environnements qui sont beaucoup plus propices à ça, comme Twitter en ce qui nous concerne, nous. Un autre média ou canal ou touchpoint qui n'est pas indiqué ici, qu'on souhaite utiliser, c'est les plateformes communautaires. Sauf que, et on pourra peut-être en discuter un peu plus tard, ou partager vos expériences dans le chat. Dans le chat, c'est très intéressant pour nous tous. Mettre en place une communauté qui est active, sur lesquelles il y a de l'engagement, c'est un investissement qui est assez important, qui nécessite un alignement d'absolument toutes les équipes pour dire que tout le monde doit absolument contribuer à l'utiliser. On doit y trouver des fonctionnalités ou des informations exclusives. Et dès lors qu'une équipe digresse par rapport à ça, en fait, faire que la communauté s'inscrive dans la routine d'un partenaire Oracle pour ce qui me concerne, c'est un challenge extrêmement compliqué. Voilà. Et puis les réseaux sociaux, il y a aussi dans l'utilisation, l'accélération avec toute la notion d'employee advocacy aussi qui accélère l'usage des réseaux sociaux. Estelle, peut-être tu veux également commenter, réagir de ton côté par rapport à Oui, tes merci beaucoup, sentiments et Michel. véritables.
Alors moi, je suis Estelle, je m'occupe du marketing sur la région Nordiques, Benelux et Europe du Sud chez Veritas Technologies. Ce que je trouve intéressant, et je suis assez d'accord avec ce que disait Michel sur l'emailing, je pense qu'en fait, on bénéficie de l'effet contraire post-Covid où les gens ont passé leur vie sur Teams ou Zoom, enfin tous les outils qui étaient à leur disposition et qu'en fait, l'email reprend de la valeur. Voilà, avec le challenge qu'on a tous, c'est qui est de comment aller récupérer les désabonnés de manière optimum avec les contraintes du GDPR. Mais ça, c'est un autre sujet, mais je suis d'accord que l'email reprend une vraie valeur. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir la mise en parallèle du 3 et du 4, c'est-à-dire l'efficacité que l'on voit quand on met quand on parallélise en fait tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux en organique et en sponsored. Et on voit bien là que les pourcentages sont vraiment similaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a bien été intégré par le marché. Et là où je voudrais terminer, c'est sur le podcast, qui est un outil qui a été testé de manière illégale par l'ensemble des membres de nos communautés, où on voit qu'en fait, ceux qui, on en a discuté entre nous et on a vu à la fois des échecs et des succès. Et la leçon, et on serait vraiment content de recevoir vos témoignages et vos retours d'expérience sur ce sujet, c'est qu'en fait, les podcasts, ça marche vraiment quand on s'adresse à une audience qui est plutôt jeune, c'est-à-dire qui, dans sa vie de tous les jours, a des moments pour pouvoir écouter un podcast de manière optimale, en courant, en voiture, et aussi quand on est capable de mettre un agenda vraiment de mettre en place un agenda sur le long terme avec des thèmes un peu autour de la prospection, pas des choses qui sont orientées produits. Ça, on a constaté que ça marchait pas. Donc, on avait, Voilà. je vais passer, excuse-moi, je te coupe parce que je voudrais respecter un rythme sur la Mm. présentation. Donc, on avait posé la question précédente, c'était sur les réseaux sociaux. Là, c'est sur autres médias qui peuvent être digitaux éventuellement, mais enfin, plutôt des médias un petit peu plus classiques ou nouveaux pour ne pas surcharger le slide précédent. Donc là, on voit que tout ce qui est création de contenu et conférences reste des médias qui seront très utilisés en 2022 à des taux très élevés. Vraiment. Alors, c'est intéressant pour les conférences et séminaires, donc ça regroupe un peu tout, mais on voit que ce média reste très puissant. On a introduit les relations presse que, j'avoue, par erreur, on ne citait pas dans le passé, et maintenant qui sera bien présent, qui est le troisième média le plus utilisé de cette série, donc un média qui est utilisé ou un canal de partage d'informations qui est ultra utilisé. Le print, c'est toujours ma grande surprise, reste très utilisé, donc peut-être pas sur des volumes importants. Quand on regarde les tendances, c'est peut-être plutôt des tendances à la baisse, mais il reste très utilisé de toute l'industrie, peut-être un petit peu moins dans l'informatique et la tech, quoique, mais dans les autres secteurs plus traditionnels, il est toujours utilisé pour des documentations internes, des salons et des occasions particulières. C'est toujours intéressant de voir que ce média reste très fort. Et ce qui est pub et télé, bah, je dirais que ça dépend des années. Là, c'est une année 2022 où peut-être les budgets sont un peu plus importants et vous allez recommuniquer sur ces médias-là. Ça peut être aussi bien de la presse spécialisée que de la radio ciblée, ou télé ciblée ou du grand média pour d'autres secteurs d'activité. Et le télémarketing qui est stable, qui n'est pas utilisé loin de là par tous les secteurs, mais qui reste un média très, très puissant. Donc Estelle, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure, peut-être que tu peux rebondir sur cette partie pour Veritas, ce que vous faites par exemple. Pardon, j'étais en mute. Non, enfin, moi, on respecte pas mal ça. La seule chose qu'on fait pas, c'est de la pub, mais nos partenaires en font. Et grâce à eux, on voit l'augmentation. Donc, quand on considère pas ça tout seul, moi, je suis vraiment alignée avec ça. Alors sur ce slide ici, on présente, on avait posé la question sur ces différents médias sociaux, quels sont ceux sur lesquels vous avez investi, vos budgets vont aller à la hausse. Hein, donc là, prévoyez-vous une hausse d'investissement sur ces budgets. Donc quelle est la tendance sur les slides précédents, on parlait de taux d'utilisation, et là, on parle d'investissement, de progression d'investissement sur ces réseaux. Donc là, très clairement, on voit que ce sont les réseaux sociaux qui captent vos préoccupations en termes de budget, puisque c'est ceux sur lesquels vous allez augmenter le plus vos investissements.
Alors, il y a un petit effet retard parce que je pense que les investissements n'étaient pas toujours aussi élevés sur ces médias-là dans le passé que maintenant. Donc, il y a peut-être un petit effet retard, mais néanmoins, 60-70% d'entre vous qui déclarent qui allaient augmenter les investissements sur ces médias-là, c'est très, très important. 50% d'entre vous allaient continuer à augmenter les investissements et les efforts sur les webinaires. Et après, on a une série de search, display, content, emailing. Donc, les mêmes emailing, vous voyez, plus d'un tiers d'entre vous déclarent qu'ils vont continuer à augmenter leurs investissements sur ce média-là, alors qu'il est déjà incontournable, une enquête en ligne pour, pour mémoire. Alors, je ne sais pas si vous, chez Oracle, par exemple, vous allez continuer à investir en hausse sur les réseaux sociaux. Effectivement, enfin, on continue à investir, on investit fortement. Je citais tout à l'heure aussi l'effet, par exemple, Employee Advocacy, qui est aussi un accélérateur de cet investissement sur les réseaux sociaux, qui est aussi qui fait la transition avec le slide suivant. Je mentionnais tout à l'heure l'utilisation de Twitter. Twitter, on l'utilise, nous, en tout cas dans la partie Alliance et Channel EMEA, comme une main courante. C'est-à-dire ça permet de garder trace de tout ce qu'on a voulu communiquer vers les partenaires ou de toutes les conversations qu'on a voulu avoir avec eux. Évidemment, Twitter, c'est aussi important pour écouter tout ce qui se passe. Et puis par rapport à parce que je pense, enfin, on a noté aussi qu'il y a un désengagement par rapport au nombre de contributeurs qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Il y a une diminution. Néanmoins, ceux qui sont sur les réseaux sur Twitter et qui ont Twitter dans leur routine quotidienne ou hebdomadaire, ils sont très engagés. On peut les interpeller et c'est effectivement souvent un point de départ à engager les conversations avec ces partenaires actifs. Mais c'est surtout un Michel, je endroit passe où… le slide, Oui, passe le slide suivant. Ah oui, bien non, sûr. excuse-moi. Vas-y, Ouais, je t'ai coupé. Ah bah Michel, vas-y, et puis je réagirai parce qu'on a un point de vue différent de mon côté, donc c'est D'accord. intéressant. Bon. Donc c'est effectivement beaucoup, enfin, la main courante, on écoute et on envoie des signaux, notamment par rapport aux stories, au succès, pour relayer, pour être la voix des partenaires aussi. C'est plus facile de l'être sur un canal comme Twitter, par exemple. Mais ensuite, évidemment, et on verra que celui qui est tout à fait plébiscité et à juste raison dans la tech, c'est LinkedIn. Et LinkedIn a une place prépondérante avec un besoin d'accompagnement, notamment des commerciaux, puisque tout le monde prend la parole. Donc, en termes de communication, enfin, compliance ou les règles, l'identité de la marque, la voix, enfin, la tonalité d'expression de la voix. Enfin, il y a beaucoup de formation et d'accompagnement et de préparation, par exemple, aussi de contenu et d'alignement sur les messages qu'il faut faire vis-à-vis de toute la population, notamment commerciale, dans l'utilisation qu'ils ont d'un outil comme LinkedIn. La question Alors, étant, est-ce que vous en faites plus ouais, cette année que l'année dernière? alors moi j'en fais moins pour Hewlett Packard Ah, Entreprise, donc c'est moi, je m'occupe du marketing, je suis directrice du marketing à l'Europe. On a fait beaucoup de paid social l'année dernière, et on va se tourner vers le content syndication. Donc c'est un point de vue différent ça, c'est de celui intéressant. qui remonte dans le sondage. Et on le fait parce qu'on est assez satisfait des résultats en termes d'awareness et de contact acquisition du content syndication. Sur les réseaux sociaux, on a plutôt tendance maintenant à pousser vers l'organique plutôt que du paid. On a toujours un investissement paid, mais il ne sera pas en hausse. Très intéressant, Estelle. On pourra en reparler au fur et à mesure de la présentation. Donc, le même slide sur les autres médias. Donc, celui sur lequel les hausses d'investissement, vous êtes les plus nombreux à prévoir de hausses d'investissement. Alors là, c'est le podcast parce que justement, comme c'est un média nouveau et qui, dans certains cas, on l'a entendu, a des succès ou a des échecs, mais vous voulez poursuivre pour 2 tiers d'entre vous les investissements à la hausse sur ce média. La création de contenu, ça paraît assez naturel. Plus le contenu est clé pour avoir des retours, donc vous continuez à investir et créer du contenu de qualité, ça coûte cher, donc je pense que les investissements seront plus importants. Conférences et séminaires, c'est un clin d'œil positif pour ce média-là, c'est-à-dire que c'est un média qui a beaucoup souffert en 2020 et 2021, donc par
par voie de conséquence, les investissements seront plus importants cette année. Néanmoins, 40% seulement prévoient des hausses, mais ça revient. Et les RP, télémarketing, pub, c'est des médias, je dirais, plus classiques sur lesquels sont prévues des hausses, mais qui dépendent de chaque annonceur, de vos lancements de produits. Donc, il n'y a pas, je pense, de grande théorie à avoir sur ces médias-là. Certains d'entre eux ont des hausses et tant mieux pour ces canaux. Alors là, c'est la question que posait Michel. C'est la seule slide dans laquelle j'ai distingué les réponses des répondants qui sont dans le secteur informatique et les réponses des répondants qui ne sont pas dans le secteur informatique pour voir vos différences de position. Donc, je te laisse peut-être, Michel, continuer ton analyse sur Twitter, LinkedIn, sur la partie droite, donc les Oui, répondants du non, secteur IT. je suis tout à fait en phase avec le trio de tête LinkedIn, YouTube, Twitter. Facebook, on a fait quelques expérimentations qui ont été d'ailleurs assez concluantes sur notamment le recrutement de partenaires. En l'occurrence, c'était en Allemagne, qui a été le ciblage et la réponse ont été extrêmement forts et extrêmement intéressants. La conclusion, par contre, et c'est vrai sur les différents canaux qu'on utilise, c'est qu'il faut à chaque fois trouver un vrai expert de l'outil et du canal en question. Une indication aussi, chez Oracle, on a officiellement 250 comptes. La plupart sont sur Twitter. On a environ 80 comptes sur Twitter. On en a 50 sur Facebook, 50 sur LinkedIn, enfin entre les showcases, les company pages et quelques groupes, puisque ce n'est pas l'approche qu'on favorise pour dialoguer pour avoir des conversations avec les différentes communautés. Par rapport aux communautés, d'ailleurs, dans ce que je disais tout à l'heure, celles qui sont naturellement actives sont celles qui ont un profil avec des profils très développeurs sur des technologies précises, enfin low-code, Java. Là, on a effectivement des communautés qui fonctionnent bien et qui sont extrêmement engagées. Estelle, tu veux nous dire un mot sur le hors-secteur ou sur ton secteur? Non, en fait, ce que je trouve intéressant de regarder, c'est la manière dont ça peut évoluer et à la fois sur les autres secteurs et à la fois sur les autres territoires géographiques. Parce que, par exemple, Facebook en France, c'est pas forcément le média qui est surexploité. Par contre, ça marche très très bien dans d'autres zones, comme le disait Michel, en particulier sur tout ce qui est Émirats Arabes Unis, etc. Et moi, je pense que c'est quand même une tendance qu'il faut garder à l'œil parce qu'un rééquilibrage peut être très rapide. On a vécu il y a 2 ans un dérapage total de Twitter en fait, où il y avait, enfin c'était compliqué, de mettre en place des opérations et si on a un des réseaux sociaux tout d'un coup qui se met à déraper, eh bien il faut être prêt à faire une bascule, quasi immédiate sur un autre. Et le seul 2e réseau social que je voulais commenter, c'est Instagram, qui est pas très fort en fait, dans le secteur IT, mais qui je pense, peut avoir une importance, hyper importante en termes de marque employeur, qui est un thème, qu'on va traiter, plus tard dans l'année au CMIT. Parce que, on le voit un petit peu sur LinkedIn, mais il y a un tel flow sur LinkedIn que c'est difficile de garder le contact permanent. C'est quand même ça permet de refléter, un esprit de société et je trouve que c'est quand même un média qui est hyper important pour ça. Merci. Alors là, on a posé une question sur la conjoncture actuelle. Donc, je vous rappelle, cette étude était faite en février-mars, fin mars. Donc, voilà pour le contexte. On parlait d'événementiel. On a posé cette question en 2021. Est-ce qu'il y a des budgets 2022 que vous auriez prévu de faire en 2022 qui pourraient switcher sur d'autres actions? Donc, alors, c'est beaucoup moins fort ce switch que l'an passé. L'an passé, c'est presque 2/3 des budgets événements qui avaient switché sur d'autres actions. Là, on est à 40%, ça reste néanmoins pas négligeable. Mais bon, ça dénote quand même une petite reprise de l'événementiel. On va pouvoir en parler. Et quand vous choisissez de ne pas faire d'événements, que faites-vous? Eh bien, vous faites plus de réseaux sociaux, ça c'est sûr, mais aussi plus de webinaires. Donc, ça semble logique. Et pour certains d'entre vous, plus d'emailing ou de télémarketing. Alors Estelle, toi, est-ce que tu as été dans est-ce que tu as fait ce type de réponse? Est-ce que tu as été prudente en événement cette année ou est-ce que c'est la reprise à fond? Alors c'est la reprise mais pas à fond. C'est-à-dire qu'on en fait,
Mais de manière alors, nous, on est une société de taille moyenne, hein, on ne fait pas partie des plus gros, qui reprennent, les énormes, salons comme, AWS par exemple, actuellement. Mais on a repris, nos événements, clients en jonglant sur, les gros, je veux dire les gros rendez-vous annuels en jonglant sur, les vagues de covid et ce qu'on a constaté, c'est que quand on en faisait peu mais bien, on remplissait les salles. Et surtout, on remplissait les salles de 8 heures jusqu'à 14 heures. Les gens ne sortent plus de la salle. Donc, on les reprend, mais voilà, avec parcimonie. Michel, pour Écoute, Oracle. Oracle France a refait son premier événement propriétaire cette semaine, lundi, à Station F. La réponse a été plutôt correcte, mais c'était une grande inconnue, hein. On a vu aussi côté salon que ça a l'air de reprendre correctement, enfin, en termes de participation, de fréquentation, enfin, sur les premiers événements de ce début d'année. Voilà. Ok, merci de ce retour. Donc la question complémentaire suivante, c'est allez-vous faire des événements en Figitol? Estelle, qu'est-ce que ça veut dire Figitol? Ça veut dire que c'est hybride. Ah, On a nos speakers qui sont dans la salle, on les filme, on a une audience qui est présente et on offre une connexion en virtuel pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer. Ça, c'est une tendance qu'on voit monter partout. Nos adhérents nous en parlent, ont plein de questions là-dessus parce que c'est encore plus compliqué à organiser que quand c'est soit complètement virtuel, soit complètement physique. Alors ça peut être dangereux parce que les gens peuvent changer d'avis au dernier moment, se dire: «Ah, j'ai une réunion après, finalement je vais rester connecté», et ça peut, avoir une influence négative, sur, les taux de présence physique. Mais quand même, c'est une demande des audiences. Donc après, c'est un choix stratégique, hein. ok, bon, ça c'était la question un peu Mmh. nouvelle de l'année. Euh, alors la deuxième partie du questionnaire, on s'intéressait au retour sur investissement des médias, en tout cas le point de vue des directeurs marketing, quels étaient pour eux les 3 ou 4, plusieurs réponses étant possibles, médias ou supports qui sont le plus rentables, et c'est le plus rentable en termes de retour sur investissement marketing. Donc peut-être Michel, je te laisse commenter. Est-ce que c'est le cas chez Oracle dans cet ordre-là, un ordre différent peut-être? Écoute, d'abord, ce que je veux noter, c'est que enfin, une tactique fonctionne rarement seule, c'est-à-dire que le site sans search, enfin sans trafic qu'on y amène, qu'il soit organique ou paid, ou les réseaux sociaux sans contenu, des événements sans emailing, pareil pour faire la promotion et capter l'attention et les inscriptions, ça fonctionne pas vraiment. Donc il y a pas une individualisation telle qu'elle est notée ici. Ensuite, Ensuite, j'ai pas forcément cet avis-là parce que en tout cas chez nous, parce que peut-être qu'il y a des coûts cachés. C'est-à-dire que le site web, ça peut paraître effectivement être très générateur de ROI et ça l'est, sauf si on intègre des coûts qui sont souvent supportés par d'autres équipes parce Ah, qu'un site, d'accord. c'est pas un faible coût. Il y a des choses qui sont bien plus facilement accessibles pour accélérer du ROI, notamment avec le search organique quand on travaille. Et puis ça, c'est accessible façon des choses qu'on peut faire soi-même sans délégation ou sans appel à une expertise extrêmement forte de l'extérieur. L'emailing, c'est pareil, enfin, euh, ça fonctionne bien. Les webinaires, on est aussi sur des tendances quasiment à avoir 50% de nos shows, ce qui a été un petit peu une surprise. Sur le Figital, il y a aussi toujours la crainte quand on annonce que le même contenu va être disponible en restant chez soi ou au bureau, de ne pas faire se déplacer et d'avoir une crainte sur l'engagement des audiences. Moi, ce que je constate d'ailleurs de l'expérience, que ce soit digital ou digital, c'est que dans un événement finalement, on a plus d'opportunités de promouvoir des messages, on a plus d'opportunités d'engagement et de conversation qu'on en a même sur un événement physique. Alors là, par contre, il faut le préparer, il faut qu'effectivement vous soyez prêt à partager des choses, notamment dans le chat, parce qu'on va pouvoir porter beaucoup plus de messages et en interagissant en one-to-one, par exemple, avec vous qui êtes en ligne, je pourrais avoir probablement 10 conversations pendant 2 heures
d'un séminaire en format ou d'un webinaire, alors que je n'aurais pas l'occasion d'interagir avec 10 d'entre vous dans un événement physique qui durerait 2 heures. Donc je pense qu'il y a des choses et que on peut, en réfléchissant un petit peu, atteindre des objectifs d'engagement qui sont très supérieurs. Et nous, typiquement, à chaque fois qu'on fait un webcast, on a des taux d'engagement extraordinaires par rapport justement à l'animation, notamment côté chat, et au fait de passer et d'inciter les gens chez nous à identifier qui est là, qui sera là, et à préparer la façon qu'ils vont avoir d'engager en one-to-one pendant un événement digital. Alors, peut-être je peux ajouter un point. Chez nous, on a une tendance émergente. Je sais que le télémarketing est tout au fond, mais on fait beaucoup de digital outreach, donc de l'engagement type social selling ou l'utilisation des techniques digitales par nos anciennes équipes télémarketing. Et ça a tendance à bien fonctionner. Donc peut-être que ce sera quelque chose qu'on verra dans l'enquête 2023. À creuser. Oui, on rajoutera cet aspect, volontiers. Alors, sur le même thème, est-ce que vous pouvez estimer votre coût au lead B2B moyen? Donc, c'est un ratio qui, au fil des ans, progresse. 2/3 d'entre vous savent l'évaluer désormais. Alors, on peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. On peut hausser les épaules, hausser les yeux, plutôt en disant mais c'est pas possible. 40% des directeurs marketing ne savent toujours pas estimer leur coût au lead. C'est néanmoins la réalité. Bon, la petite nuance, c'est des manuaires fiables. On va dire qu'ils savent l'évaluer, bien sûr, mais pas de manière fiable, alors que des d'entre vous savent le faire. Et parmi ceux qui savent évaluer le coût au lead, les montants qu'ils consacrent aujourd'hui en coût moyen au lead sont plutôt en moyenne autour de 50 à 100 euros, avec certains d'entre vous qui valorisent le lead jusqu'à plus de 500 euros. Alors, on a toujours des grandes discussions, mais comment on définit un lead? Est-ce que c'est un projet avec un rendez-vous, avec un devis, ou est-ce que c'est une intention d'achat ou une piste SQL? C'est vrai que on n'a pas cette nuance. Je dirais que c'est l'impression générale et c'est la façon dont vous calculez. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Michel, sur ce slide pour nous donner votre point de vue. Bon, personnellement, je ne vais pas beaucoup commenter cet aspect coût au lead. Enfin, comme Maud en fait la remarque, je pense en tout cas, moi, j'ai souffert quand je m'occupais de lead gen de cette évaluation-là. Par contre, ce qu'on fait, ce que je fais moi, en tout cas, dans mes fonctions aujourd'hui, c'est chercher des indicateurs qui parlent au business, qui ne sont pas le coût au lead, pour essayer d'avoir des conversations et d'évaluer une contribution des activités que l'on fait différentes et très connectées au business, et pas du tout nos métriques à nous de marketeurs ou de communicants avec le business. Moi, je suis très d'accord avec ça. Je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. D'abord, c'est l'audience qu'on adresse, parce qu'effectivement, les coûts au lead ne seront pas du tout les mêmes entre une cible très grand compte. Moi, par exemple, c'est mon cas, j'adresse vraiment que les très grands comptes. Donc, je préfère souvent payer un peu plus cher pour avoir un meilleur taux de conversion. Mais voilà, les coûts au lead ne sont pas forcément les mêmes entre le mid-market et les grands comptes. Et en fonction de ce qu'on définit, donc hormis les définitions de leads digital, le softbound, le bound, et cetera, il y a vraiment le niveau d'engagement et de qualification de contact qui est pas pris en compte là. Parce que quand on arrive sur des nouveaux marchés ou sur des marchés un peu transformés, effectivement, on a besoin de se faire connaître et on a besoin de faire savoir qu'on est là. Et donc, on aura tendance à vouloir plus de leads à des coûts inférieurs. Donc, c'est vraiment quelle est la stratégie commerciale qui est derrière ça, qui doit driver le coût qu'on est prêt à mettre en fait. Ok, merci. Là, on avait introduit quelques questions sur l'emailing, comme c'est le support numéro 1, pour rappeler que, effectivement, pour vous, ce que vous nous dites, c'est que c'est pour plus de 2/3 d'entre vous, c'est très important, important ou très important, et un tiers le juge peu important. Pour résumer, il est très utilisé, mais c'est pas important. Donc ça, c'est un petit peu toujours amusant d'avoir ce type de parallèle. Ça peut vouloir dire que peut-être que c'est pas stratégique. On va dire ça. Je ne sais pas si vous voulez le commenter. Est-ce que vous considériez, Estelle, que l'email est très important chez vous, ou c'est un média
je dirais banal, il faut l'utiliser, et puis voilà, pas plus. Non, non, je pense qu'il est très important, sur tout ce qui est base installée et base de partenaires. Je rejoins assez ce que disait, Michel, c'est-à-dire que la multiplication des canaux, font que, voilà, c'est facile il faut quand même une communication récurrente, sur l'email. Enfin, nous, en tout cas, on l'élimine pas. D'accord. Par contre, on essaye de pas le surutiliser. Je pense que c'est ça aussi Mhm. que les gens veulent dire. On sait que si on l'utilise trop, ben, on se tire une balle dans le pied, ça, c'est certain. Merci. Et concernant ce média, mais bon, on a posé des questions sur l'emailing, mais c'est finalement un peu sur tout média, c'est pas obligatoirement lié à l'email. Quels sont d'après vous, les contenus les plus efficaces? Alors ça, moi je peux parler pour mes clients puisque c'est mon métier. Effectivement, le livre blanc, les guides pratiques est l'outil qui ramène le plus de leads qualifiés. Pour ma part, même avant le témoignage client. Ce qui se passe, c'est que le témoignage client, il ramène moins de leads en pourcentage, mais peut-être plus efficace, c'est-à-dire avec plus de valeur, car il est segmentant. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand on adressait à une audience large un témoignage client de la banque, eh ben, il n'y a que des gens de la banque qui répondaient, si vous voulez. Mhm. Parce que le responsable de l'industrie ne se sent pas concerné. Pourtant, c'est sur le même sujet, un sujet qui peut l'intéresser, mais il se projette moins. Et sur des médias rapides, comme des réseaux sociaux ou l'email, où on n'a que quelques secondes pour voir de quoi il s'agit, si on voit quelque chose qui parle d'un autre secteur d'activité, on zappe. Donc, c'est ce petit bémol, mais sinon, effectivement, ce sont deux supports que je vois. Donc, je ne sais pas vous ce que vous utilisez le plus, Michel et Estelle. Bah, le témoignage client, c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus populaire et de plus en plus nécessaire, qui est à la base aussi pour donner un outil à toute la force commerciale. Mais évidemment, ensuite, l'efficacité d'un mail, il dépend, je pense, beaucoup, et en tout cas, moi, je le travaille beaucoup et je le challenge constamment, puisque une des choses à laquelle qu'on a réussi à mettre en place chez nous, c'est que on définit les partenaires comme étant une audience protégée. C'est-à-dire que quand qui que ce soit dans le monde à la Corp ou en France veut envoyer un mail vers des partenaires qui sont situés sur la région EMEA, c'est moi ou mon collègue qui approuvons l'envoi du mail. Parce qu'on a trop souvent la notion de remplissage, et quand on les challenge en demandant mais pourquoi tu contactes les mails, on a encore des réponses pour dire bah, écoute, plus on contacte de personnes, mieux c'est. Et ça me met dans une rage folle. Parce que la communication ou la campagne, qu'elle soit marketing ou communication, il faut que nous, on soit de plus en plus sensible au fait qu'elle soit durable. Et je note d'ailleurs que depuis ce travail qu'on a engagé maintenant il y a 6 mois, le taux de désabonnement on va dire, il est même de 0 pour tout ce qui passe chez nous. Le taux de sursollicitation, il a été divisé par 90%. Donc effectivement, on peut aussi segmenter les mails, et ça aussi dans la tactique, c'est des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire plutôt qu'envoyer le même mail, on peut changer le titre ou le sender selon qu'on l'envoie effectivement à une audience banque ou à une audience assurance, même si on peut avoir le même contenu, parce que on sait tous que ce qu'on voit quand on reçoit un mail, celui qui envoie le titre, c'est tout à fait clé. Dans les choses aussi, pardon de vous livrer tout ça en vrac, mais on va estimer, je pense que le marché estime ça aussi, mais que un taux d'ouverture inférieur à 15%, il n'est pas bon. Nous, aujourd'hui, on était plutôt autour de 20%, mais quand on travaille mieux l'audience, souvent en la réduisant, c'est vrai, et je préfère qu'on perde un peu de nombre d'ouvertures en absolu, mais qu'on préserve l'expérience des partenaires qui reçoivent des mails, qu'on préserve des abonnements, qu'on préserve la sursollicitation, et les taux d'ouverture, ils vont au-delà de 30% aujourd'hui dans ce que l'on travaille. Voilà. Ensuite, dans les tips, alors évidemment, en Moyen-Orient, on n'envoie pas de mail le vendredi. Il se dit qu'en France ou dans des choses qui sont constatées, le mardi est un bon jour, que 10h ou 14h sont des horaires qui fonctionnent bien, mais là, je laisse à chacun le fait de partager ou d'expérimenter. Michel, si je résume, tu es plus dans la tactique et les trucs et astuces pour rendre plus efficace que tes emails que dans le choix de contenu.
Alors, mais évidemment, peut-être qu'il n'y a le pas le contenu. choix. À un moment, il faut envoyer un contenu, tu le fais, et voilà. En Oui, revanche, mais le contenu, il faut, en fait, c'est assez simple, hein. Si on se challenge soi-même sur l'audience qu'on adresse et si on se challenge soi-même sur la valeur qu'il va y avoir pour l'audience à laquelle on s'adresse, ben, finalement, on a la clé. Et la clé, c'est de se mettre à la place de l'autre par rapport à ce qu'il reçoit. Et effectivement, s'il est dans la banque, s'il est en France, si il doit s'intéresser au cloud ou à des migrations ou à des choses comme ça, on a la clé du contenu. Et puis, comme le disait Estelle aussi, enfin, il ne faut pas être monocanal. Il faut, quitte à transformer un petit peu ou à l'adapter aux différents canaux, mais il faut être multicanal et il faut gérer des trends par rapport à un contenu. Il ne faut pas l'utiliser une fois. Ce qui, je me rappelle, a été il y a quelques années ou assez longtemps, on faisait beaucoup de choses en one shot. Aujourd'hui, le fait de réutiliser et de mettre dans différentes formes le même contenu est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et permet effectivement d'aller en même temps sur LinkedIn, Twitter, dans sa communauté, sur le mail, dans la newsletter, par exemple. et Estelle, des médias qui marchent mieux que d'autres pour tes Ah oui, alors campagnes, chez moi, c'est des supports, pardon. exactement l'inverse. Quand je prends le titre exact, c'est-à-dire pour générer des leads en emailing, en fait, il y a plein de choses qu'on ne promeut pas par emailing dans les choses qui sont présentées ici. Et nous, à l'inverse, ce qui marche le mieux, c'est pas le test gratuit, c'est ce qu'on appelle les trialware. Donc là, on a un taux de conversion qui est très fort. Sur tout le reste, en fait, nous, on considère que ce sont pas des leads, enfin, c'est des marketing leads Une qui demande ont d'information. un grade très très bas et en fait on les qualifie pas à ce niveau-là, c'est ensuite D'accord. qu'on réengage avec eux. Donc effectivement, le graphique chez moi est complètement renversé. Inversé. Très bien. Merci. Question complémentaire à tout ça, c'est les bases de données, puisque est-ce que vous êtes satisfait des bases de données que vous utilisez? Donc globalement, vous êtes relativement satisfait, hein, alors je suppose peut-être que les répondants sont responsables des bases de données marketing, donc peut-être qu'ils sont satisfaits de leur propre travail. Enfin, là, je plaisante un peu. Bien sûr, il reste néanmoins un peu modeste. Moyennement satisfait, c'est 60%, hein, donc c'est pas formidable. Très satisfait, 16%. Et en revanche, pas satisfait, un quart quand même. Donc vous êtes un quart d'entre vous à ne pas être satisfait de la qualité des data. Bon, ça, je dirais que c'est un problème permanent au fil des ans, qui ne s'améliore pas, qui reste stable. La qualité des bases de données, en plus, depuis 2-3 ans, il y a eu les phénomènes RGPD qui a fait descendre la volumétrie des tailles de bases de données de façon drastique. Donc, le moyennement satisfait, il y a deux aspects, soit parce qu'il soit satisfait pour la qualité ou pour la qualification en général. Quand on approfondit cette question, c'est qu'elle est insuffisamment qualifiée, la base de données, et les segments ne sont pas toujours faciles à faire. Et puis moyennement satisfait parce qu'ils n'ont pas des quantités suffisantes. Après, il y a un peu d'obsolescence. Je ne sais pas si vous avez une remarque, Michel ou Estelle, sur les bases de données que vous utilisez. Michel, tu avais l'air assez satisfait de la qualité de tes bases, mais peut-être parce que tu es sur une audience fine et très, très pointue. Enfin, elle est large, l'audience, mais j'en suis effectivement assez satisfait parce il y a aussi un volet qu'on a rajouté, c'est que systématiquement maintenant, quand on envoie un mail, que ce soit pour inviter à un événement ou une newsletter ou enfin, quel que soit le sujet, euh, on fait une analyse de qui a réagi comment et de fait on apprend beaucoup sur le comportement des utilisateurs et pas celui qu'on pense qu'ils ont mais on constate ça réellement et ça nous permet d'enrichir la connaissance qu'on a qui va être dans les bases de données et puis on a la chance d'avoir aussi un CRM qui consolide notamment toutes les réponses aux différentes sollicitations et d'avoir un scoring par topic, donc par sujet. Et effectivement, quand on croise des dimensions de géographie, enfin des choses très déclaratives, et puis des choses qui sont liées au comportement, on réussit à avoir une finesse assez importante parce qu'effectivement, sinon, le fait de segmenter juste par rapport à un titre, par exemple, ou à un présumé niveau dans une organisation,
quand on s'adresse à un partenaire qui a 100 personnes, dont le patron va être ou le fondateur de la boîte va être très tech et sur tous les sujets, ben, il ne faut pas disqualifier le fait d'adresser les CEO, par exemple, ou les présidents de sociétés, mais on ne va pas adresser le président d'Accenture France, l'inviter 3 jours à un workshop technique, ça ne va pas l'intéresser. Donc, donc, le, donc, effectivement, il y a cette finesse à comprendre les centres d'intérêt, ça doit être extrêmement dynamique, et on regarde ça et on analyse aussi vraiment fortement le comportement pour essayer de comprendre, je disais Accenture, mais comment Accenture réagit, qui chez Accenture réagit à quoi. Quand il s'agit d'une newsletter, enfin, celui qui ouvre toutes les newsletters et qui clique sur toutes les newsletters, et ben, on identifie des ambassadeurs avec lesquels, enfin, qu'on va pouvoir engager sur des sujets par la suite. Donc, il y a tout ce travail de cette boucle en analysant les données, les comportements, voire en les étendant de ce qu'on écoute sur les réseaux sociaux, qui permet d'avoir, enfin, qui permet d'augmenter la connaissance en joignant ces 3 dimensions-là. Mais sinon, bah, tu le disais dans le slide qui n'est pas partagé sur les réponses, 50% se plaignent de la qualification, 50% se plaignent aussi de l'obsolescence, 40% de la sursollicitation, 40% de la réglementation, notamment Mais RGPD. il est dans l'étude, mais je ne l'ai pas mis dans cette présentation. Oui, oui, oui. Donc, des questions, donc plus de budget et de fin de questionnaire sur la façon dont vous travaillez. Donc ça, c'était une question nouvelle. Peut-être Estelle, tu veux la commenter. Qu'est-ce que ça, le phénomène des équipes marketing en externe? Est-ce que tu peux en parler? Oui, alors par exemple, au sein du CMIT, on a un certain nombre d'adhérents qui travaillent pour plusieurs sociétés à la fois, donc des directeurs marketing en temps partagé. Nous, on a l'impression au CMIT que c'est une tendance qui monte. Moi, chez Veritas, alors pas sur la France, mais je travaille avec des équipes en externe qui sont parfois spécialisées sur certains sujets, comme le channel marketing, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est un format qui est assez bien quand on a besoin de corriger une situation, par exemple, ou de renforcer une expertise de manière assez rapide et de faire un échange de bonnes pratiques en fait avec les équipes en interne. C'est aussi une manière d'éduquer des équipes qui peuvent avoir des spécialités un peu différentes ou un historique un peu différent. Et je trouve que c'est une bonne dynamique. Et pourquoi pas une agence alors, par rapport à ça? Alors, moi, parce que j'ai besoin de missions plus long terme, mais c'est vraiment D'accord. adapté à mon business. Ça peut être différent pour d'autres sociétés. Michel, c'est quelque chose que tu vois au sein des entités Oracle ou c'est pas fréquent? Alors, le freelance, pas fréquent, mais pour des raisons de process achat, sauf si on passait par des sociétés de portage. Mais sinon, je rejoins ce que disait Estelle et mon sentiment à moi et dans les discussions qu'on peut avoir, notamment au sein du CMIT, c'est que c'est effectivement une tendance pour répondre effectivement à un besoin ponctuel, mais il est plus sur une discipline, une tactique ou apporter un savoir qu'on n'a pas. Mais en ce qui me concerne et pour répondre à la question, ferez-vous appel cette année à des équipes marketing en externe, freelance, hors agence? Non. Agence, oui. Très bien, merci. Et enfin, une des dernières questions, voire la dernière que l'on voulait vous présenter et partager avec vous aujourd'hui. Où en êtes-vous avec votre budget marketing? Sera-t-il en hausse, stable ou en baisse? Donc, la hausse est prévue pour près d'un tiers d'entre vous, ce qui est assez encourageant, puisque l'an dernier, on était en dessous de 20% pour ceux qui prévoyaient une hausse. On était plutôt dans une période entre guillemets, de récession et de prudence, de grande stabilité. Ça reste une période de stabilité, 60% néanmoins, de façon majoritaire, mais une hausse de 30%, c'est très important. Donc, je vous pose la question directement. Michel, votre budget va-t-il être stable ou en hausse cette année? Ou en baisse. Non, je serai dans la partie, je suis dans la partie rose et Ah, notamment en hausse. Le budget va être en hausse pour l'année fiscale qui démarre au 1er juin pour moi.
et notamment sur l'aspect témoignage client. D'accord. Estelle, en hausse, stable ou en baisse chez Veritas? Stable. D'accord. Et peut-être je vais poser la question à Maud si elle est toujours là. Oui, je suis Chez toujours là. HPE, qu'est-ce Plutôt en hausse, on va récupérer des budgets qui étaient alloués à d'autres organisations marketing un peu plus centralisées, donc tendance à la décentralisation et au réinvestissement dans les zones géographiques et les pays. Et peux-tu nous dire parmi les membres du CMIT, est-ce que tu as déjà eu des échos sur les évolutions de budget de la part de tes confrères? Oui, alors plutôt stable ou en hausse, donc confirmant la tendance du camembert. Présenté Très ici. peu d'échos sur des budgets en baisse au Très sein bien. du Bon, bah, écoutez, CMIT. c'est une note positive Oui, pour conclure. Donc là, j'ai remis sur ce slide quelques éléments sur le fait qu'il y avait une reprise en événementiel, clairement, que la gestion de contenu continue à être très importante pour vous. Michel vient d'en parler, il va investir sur les témoignages. Les réseaux sociaux restent prépondérants en termes d'attention et d'augmentation du budget. Une petite confirmation à venir sur le podcast. L'emailing, une sorte de vaisseau amiral qui ne sombre pas. La préoccupation continue, bien sûr, sur tout ce qui est ROI et qualité des data. Et puis une éclaircie sur les budgets et ressources marketing par rapport à l'année 2021 qui était peut-être plus morose. 2022, malgré les incertitudes internationales, paraît positive en termes d'investissement marketing. Donc je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez dire quelque chose, Estelle, Michel ou Maud. Moi, ce que je vois en conclusion, c'est que je pense qu'il y a un découpage beaucoup plus fin du marketing mix que ce qu'on a pu avoir dans le passé, enfin évidemment selon les sociétés. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on continue de monitorer et puis aussi le niveau de conversion d'une tactique à l'autre parce que finalement on a tout regardé comme si tout était à plat. Mais comme le disait Michel, on ne communique pas one shot avec une tactique sur l'ensemble de nos audiences. Donc je pense que ça correspond à un découpage toujours plus fin de ce qu'on essaye de faire en tout cas en termes de ciblage d'audience et donc du coup le mix et la conversion associée entre chaque tactique. Michel, le mot de la fin? Oui, non, simplement de façon un petit peu différente. Je voudrais juste rappeler à tous ceux qui sont connectés ce matin. Enfin, d'abord, si vous avez des questions, profitez-en ou ouvrez vos micros pour interagir et vous aussi indiquer si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces différentes tendances partagées. Mais je voudrais juste engager chacun d'entre nous à continuer ces conversations au sein du CMIT. En poussant pour proposer des formations, des échanges, des apports de l'extérieur pour nous aider justement à apprendre, comprendre et profitons tous des bénéfices que le CMIT apporte pour nous aider à progresser, comme le disait Maud en introduction. Et Maud, c'est Alors, à j'ai toi qu'on l'impression qu'il y a conclut. 2 personnes qui sont en train de… il y a des personnes qui sont en D'accord, train d'écrire, c'est pour ça. très bien. On attend. Alors. Voilà, donc Bon, on nous remercie pour les insights et moi j'écrivais simplement qu'il pleut aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a une note positive dans pour démarrer notre journée de marketeur et voilà, c'est plutôt vraiment bien. Pour moi, ce qui est important, je pense, c'est aussi l'agilité qu'on a tous gagné, donc la capacité à aller d'un événement à l'autre ou d'apprendre, ça marche pas, on va réajuster, on va faire autre chose. Je pense qu'on a appris avec la pandémie à devenir beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Et puis, on a également appris à se tromper de temps en temps et à recommencer pour optimiser. Ah, il fait beau en Bretagne. On vient. Bon, bah écoutez, je pense eh bien, qu'on merci. a clos la session. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.